Quelque chose n'allait pas dès que le plateau de champagne s'est arrêté de bouger. Bienvenue sur Détective Eterno, je suis votre hôte Louis. Chaque histoire semble plus vivante avec vous. Laissez un commentaire et partagez où vous regardez. Votre présence rendra ce mystère encore plus spécial. Commençons. Le soleil, doré et complaisant, baignait les pelouses impeccables de Dovecote Hall, réchauffant l'air de l'après-midi et projetant de longues ombres majestueuses sous les ormes. Le parfum des roses se mêlait au tintement des tasses et au murmure des conversations. C'était le déjeuner annuel du vin d'été, un événement plutôt grandiose pour le village de Whitchurchville, même si Lady Agnès Fallomer tenait à le qualifier de « petit cadeau de fin de saison ». Comme toujours, son « petit cadeau » comprenait des invitations manuscrites, un trio de musiciens d'exété et un assortiment de bagatelles, de tartes et de crus rares qui faisaient honte à la fête du vicaire. Miss Marple, assise au bout de la pelouse principale, sous un parasol couleur crème, remuait son thé avec une grâce experte. Elle portait une robe bleu pâle, des gants blancs et son chapeau préféré, celui qui avait survécu à 3 Noëls et 2 garden parties sans jamais paraître déplacé. Elle paraissait volontairement parfaitement discrète. Sa chaise offrait une vue imprenable sur l'assemblée. Lady Agnès voletait entre les tables, vêtue de son linge mauve, riant un peu trop fort. Son mari, le colonel à la retraite Fallomer, se tenait près de la table des boissons, son monocle poli et les épaules raidies par une vie de discipline. Les invités étaient aussi prévisibles que la crème caillée, les Whittaker, jeunes mariés. Le docteur Branley, avec sa moustache inégale et son sourire narquois toujours présent, Felicity Goodwin et ses perles, le révérend Samuel, sirotant un cordial à l'orange avec une sérénité forcée. Blotti près des rhododendrons, un homme de grande taille en costume gris cendré qui n'appartenait à aucune des habituelles cliques villageoises. Miss Marple l'a remarqué sans qu'il en ait l'air. L'après-midi s'est déroulé comme prévu, jusqu'au toast final. Traditionnellement, le déjeuner se terminait par un discours sinueux de Lady Agnès, levant son verre de Veuve Clicquot 1918, sur l'héritage, la civilité et les bienfaits de l'amitié locale. Cette année, cependant, un changement subtil s'opéra. Alors qu'elle tendait la main vers la dernière bouteille de champagne apportée avec cérémonie et fracas par la gouvernante, Madame Cathcart, Lady Agnès marqua une pause. Sa main tremblait. Elle cligna des yeux bizarrement, comme si la lumière était devenue trop vive ou son pas trop instable. Vers l'avenir de Whitchurch, commença-t-elle d'une voix plus faible que d'habitude. Puis, sans prévenir, son verre lui glissa des doigts. Un bruit sourd et haletant. Elle s'affala sur sa chaise. L'espace d'un instant, il sembla qu'elle s'était simplement évanouie sous le soleil. Mais la couleur quitta ses joues comme l'encre d'un buvard. Ses yeux papillonnèrent, puis se fixèrent. Immobiles. Le silence se répandit comme du givre sur la pelouse. « Appelez le médecin !» cria quelqu'un. Miss Marple ne bougea pas. Elle observait l'homme en costume gris. Le docteur Branley rejoignit Lady Agnès en quelques secondes, s'agenouilla et prit son pouls. L'air autour de lui s'épaissit tandis qu'il se redressait. « Elle est morte ?» dit-il simplement. Un murmure de halètement, une tasse de thé tombée, un cri aigu de Felicity Goodwin. « Non, non, elle allait bien, il y a un instant. » Miss Marple baissa sa tasse de thé. Les invités se pressèrent autour de la chaise, attirés comme de la limaille de fer par un aimant de mort subite. Le colonel Fallomer resta figé, la mâchoire serrée, le regard perdu dans le vide, comme si la guerre avait repris de plus belle. « Crise cardiaque » murmura le révérend Samuel, maintenant à côté du corps. « C'est possible » dit le docteur Branley avec une réserve clinique. Elle avait plus de 70 ans, et la chaleur. « Est-ce qu'elle a mangé les tartelettes au saumon ?» demanda Felicity, essoufflée. « Oh, ne soyez pas stupide » rétorqua Madame Cathcart, le visage rouge et indigné. Mais quelque chose dans l'air était devenu sec, cassant, et rongé par la terreur. Personne n'a prononcé le mot « meurtre », mais le mot flottait néanmoins. La bouteille de champagne, toujours fermée,
trônait fièrement sur la table. Les yeux bleus pâles de Miss Marple la regardèrent, puis la flûte vide qui avait glissé des doigts de Lady Agnès. Et enfin, la trace humide de brillant rose sur le bord. Elle portait cette teinte depuis des années. Quelqu'un pourrait-il appeler la police? Demanda le colonel d'un ton sec, mais c'était plus un réflexe qu'un ordre. Il faut documenter cela. L'homme au costume gris, qui ne s'était ni avancé ni parlé, se retourna et marcha tranquillement vers la haie latérale, tirant un étui à cigarette en argent de sa poche. Miss Marple prit une serviette propre et se tamponna légèrement le menton. Ses mouvements étaient lents, pensifs, comme si elle avait déjà vu tout cela, non pas les détails, mais le motif qui se cachait derrière. Elle n'a pas demandé, comme d'autres, pourquoi. Elle a demandé qui, quand et ce qui s'est passé avant que le verre ne soit versé. Alors que la première sirène résonnait faiblement sur la colline, Miss Marple leva les yeux vers le ciel sans nuages et se dit, presque pour elle-même. On croit toujours que le champagne donne un air de fête. Mais certaines choses finissent dans le silence. Et avec cela, le déjeuner d'été était terminé. Et le meurtre avait commencé. Le lendemain matin, le village de Witcher-Champs-Îles était plongé dans un silence plus épais que le brouillard. Ce silence qui s'accroche aux rideaux, s'enroule le long des haies et pèse sur les fenêtres de chaque salon, chargé de spéculations inexprimées. La nouvelle de la mort subite de Lady Agnès Fallomer lors de son propre déjeuner s'était, tout naturellement, propagée plus vite que le feu dans les fougères sèches. Au bureau de poste de High Street, Madame Penelope Sims se pencha sur le comptoir, les coudes sur le chêne poli, la voix basse et urgente. Je te dis, ce n'était pas le soleil. Elle était pâle avant même de lever son verre. Derrière elle, M. Albert Thursby lança un petit cri de surprise avec une retenue théâtrale. « Tu n'étais même pas assez près pour la voir, Pen. »« J'en ai vu assez. » Sa main tremblait. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, chez le marchand de légumes, Mademoiselle Etty Pike disposait les pommes avec une agressivité inutile. Ce sont toujours les riches, n'est-ce pas? Trop de secrets dans les maisons avec trop de pièces. Pauvre colonel, dit Madame Thorne en choisissant une poire intacte. Vous pensez donc qu'il l'aimait? Il l'emmite. Il ne l'a pas regardée une seule fois hier. Ces murmures se transformèrent en véritables ragots au moment où le presbytère tenait son thé hebdomadaire. L'épouse du pasteur, Madame Samuel, servit un biscuit au citron et refusa poliment de laisser sa voix s'égarer dans le scandale. « Ne spéculons pas, a-t-elle dit, précisément au moment où tout le monde ne souhaitait rien faire d'autre. Miss Marple était présente, mais silencieuse. Sa tasse était posée devant elle, intacte. Elle avait toujours cru que les ragots ressemblaient à de la neige fondue. On n'avait pas besoin d'y mettre les pieds, mais ils indiquaient le temps qu'il faisait. Alors elle écoutait. Felicity Goodwin, resplendissante dans une nuance de vert menthe qui ne lui allait pas vraiment, était animée. Et quelques minutes avant de s'effondrer, elle riait avec moi du mariage. Elle disait que la robe de la jeune Whittaker était étrangement funèbre. Vous imaginez? Et puis pouf! Madame Samuel émit un son de désapprobation, mais on ne savait pas si c'était à cause de la robe ou de la narration. Miss Marple s'éclaircit doucement la gorge. Vous a-t-elle semblé pensive, pas seulement joyeuse, mais peut-être accablée d'une pensée? Felicity cligna des yeux. Non, enfin peut-être. Maintenant que tu le dis, il y avait quelque chose de mélancolique dans son expression, comme si elle regardait le dernier acte d'une pièce qu'elle avait déjà vue. Hetty Pike s'y pencha. Elle m'a dit quelque chose d'étrange aussi. Pendant qu'elle distribuait les marque-places, oui, elle les a fait elle-même, la pauvre, elle a regardé les miens et a murmuré. Il est encore temps de changer la fin. J'ai supposé qu'elle parlait de la disposition des tables. Le regard de Miss Marple se posa brièvement sur sa soucoupe. Curious formulation. La conversation se tourna vers l'homme au costume gris. Personne ne savait qui il était. Il n'avait pas signé le livre d'or, n'avait pas dansé et n'avait parlé que brièvement au colonel, selon Felicity. Plusieurs villageois, dont le plus jeune fils du boulanger,
se souvenait de l'avoir vu arriver dans une voiture noire immatriculée à Londres. Un notaire, je parie, proposa Hetty. Ils arrivent comme des corbeaux quand une vieille famille meurt. Non, non, insista Felicity. Un détective privé. J'ai lu l'histoire d'un détective privé comme lui dans la Dame. Appelé à régler des litiges successoraux et à étouffer des scandales. Madame Samuel, dont le gâteau éponge avait perdu tout attrait, soupira. Ne transformons pas une tragédie en divertissement. Mais Felicity était déjà passée au champagne. La bouteille n'était même pas ouverte. Pourquoi aurait-elle levé un verre autre? Cette question restait sans réponse. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple rentra dans son cottage impeccable de Church Lane. Les hortensias, devant la maison, ondulaient au vent, indifférents à la mort et au scandale. À l'intérieur, le tic-tac de l'horloge comtoise était en parfaite harmonie avec ses pensées. Elle s'assit à son petit bureau, non pour écrire, mais pour réfléchir. Miss Marple ne se précipitait pas dans les théories. Elle trouvait plus profitable de laisser les détails se déposer, comme la vase dans l'eau. Ce n'est qu'alors que la véritable explication apparaissait. Plusieurs modèles se formaient déjà. Lady Agnès, qui avait toujours le contrôle sur chaque détail, avait hésité juste avant son discours. Elle avait pris un verre qui ne provenait pas du plateau présenté avec la dernière bouteille. Pourquoi? Et puis il y avait cette question de sa main tremblante. Pas père, pensa Miss Marple. Pas seulement la maladie. Autre chose. Une reconnaissance, peut-être. Un goût? Une odeur? Le verdict médical n'avait pas encore été rendu. Le docteur Branlet n'était pas le praticien le plus méticuleux du village. Miss Marple se demanda s'il n'avait pas trop vite utilisé le mot « naturel ». Et puis il y avait le colonel Fallomer. Elle se souvenait de lui, debout, tel un monument, près de la haie de rosiers, immobile tandis que la vie de sa femme s'écoulait. Pas une once de panique, pas même de surprise. Et pourtant, ils étaient mariés depuis près de 40 ans. Miss Marple se leva et se dirigea vers le meuble d'angle, sortant un petit journal où elle notait des bricoles, des choses inoffensives, des modèles de comportement, le genre de fragments que d'autres négligeaient. Elle a écrit « Lady Agnès, formulation inhabituelle. Il est encore temps de changer la fin. Felicity G. Blog funèbre. Bouteille non ouverte, verre remplacé. Colonel égal, curieusement impassible. Homme en costume gris, lien avec Londres. Peut-être enquêteur ou avocat. Docteur Branlet, première conclusion, insuffisance cardiaque. H.M. Elle ferma doucement le livre. Dehors, le village continuait son cours. Les enfants jouaient au bord du ruisseau. La cloche de l'église sonnait 4 heures. La vie continuait, comme toujours à Whitchurchville, avec des scones sur les buffets et des squelettes sous les parterres de fleurs. Mais Miss Marple, qui croyait que gentillesse et curiosité ne s'excluaient pas mutuellement, croyait aussi que le vrai meurtre n'était jamais sans raison, même caché sous des nappes en lin et une conversation polie. Elle a croisé les mains. Demain, elle visiterait la maison Fallomer. Pas comme suspect, bien sûr, ni même comme espion. Juste une vieille dame tranquille, souhaitant présenter ses condoléances. Et écoute, on disait toujours que les morts ne pouvaient pas parler. Miss Marple le savait. Ce sont les vivants qui leur ont donné la parole, si l'on prêtait suffisamment attention à ce qu'ils ne disaient pas. C'était un mercredi doux lorsque Miss Marple se rendit à Dovecote Hall. Le ciel était d'un bleu pâle, avec juste assez de brise pour agiter le lierre drapé sur les poteaux du portail en arc du domaine. Un jardinier en pantalon boueux taillait les haies basses dans un silence presque respectueux. Même les oiseaux semblaient savoir que la mort avait traversé ces jardins. Miss Marple portait son plus doux cardigan gris et un chapeau orné d'un ruban clair, non pas celui qu'elle utilisait pour les mariages, mais celui réservé aux visites délicates. Sa canne était plus une formalité qu'une nécessité. Elle avançait d'un pas lent, s'imprégnant du chemin de gravier, des volets clos, du léger parfum de lavande et d'autres choses du cirage, peut-être, ou de l'anxiété.
Madame Katcar ouvrit la porte. La gouvernante Paraíssa y regardait. Son tablier était impeccable, mais ses yeux étaient rouges et ses mains étaient légèrement rouges, comme si elle avait frotté des surfaces pour dissimuler ses émotions. « Oh » dit-elle, légèrement essoufflée. « Miss Marple, je ne m'attendais pas. Je ne vous dérangerai pas, Madame Katcar, dit doucement Mademoiselle Marple. Je suis simplement venu vous présenter mes respects. J'ai pensé que le colonel pourrait peut-être m'accorder un instant. » La gouvernante hésita. Il a passé la majeure partie de son temps dans le bureau, madame. Ça ne dit pas grand-chose. Je ne m'y attendais pas, répondit doucement Miss Marple. Le deuil est fait de silence. Madame Katcar hocha la tête et s'écarta. Voulez-vous du thé? Si vous en prenez, je vous en serai reconnaissant. Miss Marple la suivit. Le hall sentait vaguement la cire d'abeille et le vieux papier. Un portrait de Lady Agnès plus jeune, sévère, majestueuse, le regard intelligent, les observer. Miss Marple remarqua un mot croisé à moitié terminé sur la table de chevet et une aiguille à tricoter tombée près d'un fauteuil. « Je dirai au colonel que vous êtes arrivé, » dit Madame Katcar en disparaissant dans le couloir. Restée seule, Miss Marple ne s'égara pas, mais observa. Un plateau avec 2 tasses intactes était posé sur un buffet. La poussière avait été rapidement essuyée par endroits, signe de visites inattendues ou d'une inspection inattendue. Un journal plié The Times, vieux de 3 jours, reposait sous un stylo argenté. Les mots croisés étaient presque complets, à l'exception du 17e. Vérité démêlée de façon cachée, 7. Les lettres remplies étaient incorrectes. Elle entendit des pas. Le colonel Fallomer entra, raide comme une flèche, le visage impassible. Son costume sombre était impeccable. Le genre d'homme qui ne croyait pas aux vêtements de deuil, car le chagrin doit être ressenti, non affiché. « Miss Marple, » dit-il en inclinant la tête. « Mes condoléances, colonel. Lady Agnès était une femme remarquable. » « Elle l'était, » dit-il simplement, puis il fit un geste vers le fauteuil. « S'il vous plaît. » Elle s'assit. Il resta debout, les bras derrière le dos. « J'espère que la police est passée, » dit Miss Marple après un silence. « Oui, » répondit-il. « L'inspecteur Cray est arrivé hier matin. Il est minutieux, même si je crains d'être trop prompt à suggérer qu'il s'agit d'une malheureuse coïncidence. Il a semblé presque soulagé lorsque Branley a parlé de cause naturelle. Tu n'es pas d'accord? Je connaissais ma femme, dit-il d'un ton neutre. Elle était en bonne santé, fière d'elle-même. Elle mangeait comme un oiseau, mais était ferme comme une lance. Miss Marple hocha la tête. Et le champagne? Le regard du colonel se porta vers le buffet, toujours scellé. Le plateau avec les verres à champagne ne lui était pas encore parvenu. Miss Marple Sirota l'entamedson. Puis le verre qu'elle tenait, il fronça les sourcils. On était venu la chercher plus tôt. Elle a dit qu'elle devait composer ses mots et s'est éloignée. À son retour, elle avait déjà le verre. Miss Marple posa sa tasse avec une précision silencieuse. Et personne ne lui a demandé où elle l'avait eu. Je l'ai fait. Elle a fait signe de la main. Juste une gorgée pour se donner du courage, a-t-elle dit. Miss Marple réfléchit. Et l'homme en costume gris? La mâchoire du colonel se crispa. Il m'a parlé brièvement. Il s'appelle Monsieur Harlan. Il prétendait être consultant en art, spécialisé dans la restauration de portraits. Ma femme l'a invité. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Étrange invité pour un déjeuner de village, murmura Miss Marple. Elle a dit qu'il l'aidait à régler une question d'héritage. Quelque chose à propos d'un tableau dans le grenier. A-t-il encore parlé à Lady Agnès avant le toast? Pas que j'ai vu. Il est parti avant l'arrivée de l'ambulance. J'ai donné sa carte à l'inspecteur. Miss Marple croisa ses mains gantées. Parfois, colonel, les faits non dits sont les plus révélateurs. Il ne répondit pas. Au bout d'un moment, il dit. Ma femme tenait un journal intime. Elle y écrivait tous les soirs. Si on y trouve quelque chose, ce serait là. Il se dirigea vers le bureau et ouvrit un tiroir.
Il en sortit un fin livre relié en cuir et le lui tendit. La police l'a copié. Il n'y a rien de scandaleux. Miss Marple accepta le journal et le tourna doucement entre ses doigts. Puis-je le lire ici? Bien sûr. Il l'a laissé seul. Les notes de son journal étaient nettes et précises. Lady Agnès n'y écrivait pas des émotions, mais des événements. Notes de jardinage, observations sur la politique du comité du village, sa déception face à la voix du nouveau bedeau. Mais 3 jours avant sa mort, une note ressortait. Harlan est arrivé ce matin. Il est plus informé que prévu. Il a posé des questions sur le portrait. Je me demande ce qu'il sait vraiment ou ce qu'il a l'intention de savoir. J'ai décidé de ne rien dire même si je crains qu'il y ait des conséquences dans un cas comme dans l'autre. Le champagne est servi. Miss Marple cligna des yeux. Pas acheté. Pas préparé. Arrange. L'entrée du matin du déjeuner était encore plus étrange. Un dernier toast est prévu. Le verre est prêt. Si quelque chose arrive, on le verra. C'est ce qu'on espère. Miss Marple retint son souffle. Lady Agnès n'avait pas été victime par surprise. Elle avait anticipé quelque chose. Elle referma lentement le journal et le remit sur la table, comme on déposerait une relique délicate. Madame Cathcart est revenue avec du thé frais. Miss Marple, dit-elle d'une voix méfiante. Oui, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné. À propos du verre. Miss Marple leva les yeux. Je l'ai récupéré moi-même, dit la gouvernante, nerveuse. Après le départ de l'ambulance. Il était posé sur la pelouse. Je ne voulais pas qu'il soit piétiné. Je l'ai mis dans l'office. Intact. Madame Cathcart hésita. Il y avait du rouge à lèvres. Je l'ai enveloppé dans une serviette. Miss Marple s'élevait. Puis-je le voir? Ils traversèrent le couloir en silence et entrèrent dans le garde-manger sombre. Sur une étagère au fond, sous un torchon propre, reposait la flûte à champagne délicate, à pied fin, bordée d'un rose délavé. Elle était sèche maintenant. Un léger résidu s'accrochait à sa courbe. « Ne vous inquiétez pas, » dit Miss Marple doucement. « Vous avez bien fait. » Elle recula et considéra le verre non pas comme un objet, mais comme l'aboutissement d'un geste. Quelqu'un le lui avait placé dans la main. Ou peut-être l'avait-elle pris elle-même. Quoi qu'il en soit, le toast n'avait pas été spontané. Cela avait été arrangé. Alors que Miss Marple quittait Dovecote Hall, les ombres sur la pelouse commençaient à s'étendre vers le soir. Elle s'arrêta près du portail et regarda la maison, fenêtre close, secret pour l'instant. Elle ne savait pas encore qui avait joué son rôle, mais elle savait autre chose avec certitude. Lady Agnès Fallomer savait qu'elle risquait de mourir ce jour-là. La question était, a-t-elle choisi ce moment elle-même ou quelqu'un a-t-il simplement choisi de ne pas l'arrêter? Le jeudi, la mort de Lady Agnès était profondément ancrée dans la conscience villageoise. L'événement n'appartenait plus à la famille ni au foyer. Il était passé au domaine de la propriété collective, chaque villageois revendiquant une théorie, un soupçon, un souvenir lointain soudain devenu pertinent. Le toast final était devenu folklorique du jour au lendemain. La police locale, pas vraiment préparée à autre chose qu'un vol de vélo et une bagarre occasionnelle devant le pub, avait confié l'affaire à l'inspecteur Cray de la division du comté. Cray, un homme aux épaules larges et aux yeux bridés, était pragmatique, méthodique et au léger amusement de Miss Marple, commençait déjà à identifier un suspect. Ce matin-là, à la bibliothèque du village, Felicity Goodwin avait murmuré la nouvelle avec une grande gravité, les mains appuyées sur le comptoir, comme si elle craignait qu'elle ne trahît son enthousiasme. Il interroge les Whittaker. Miss Marple leva les yeux de son ouvrage emprunté de Mansfield Park. Les jeunes mariés. Felicity hocha la tête avec une solennité exagérée. Oui, apparemment, il y avait un désaccord entre Madame Whittaker et Lady Agnès. Une question de frais de mariage et une obligation familiale non respectée. Elle n'a rien dit pendant le déjeuner, bien sûr, mais la tension était palpable. Oh, on le sentait, Jane. Miss Marple sourit poliment.
Je me le demande. Plus tard dans la journée, Miss Marple passa devant le petit cottage loué par les Whittaker sur Bellflower Lane. Les volets étaient tirés pour se protéger du soleil de l'après-midi, mais des voix filetaient par la fenêtre ouverte de la cuisine. L'une sèche et guindée, sans doute celle de l'inspecteur Cray, l'autre aiguë et larmoyante. Elle ne s'attarda pas, bien sûr. Miss Marple détestait écouter aux portes, sauf en cas d'absolue nécessité. Mais elle remarqua une chose curieuse, une troisième voix, masculine, jeune, basse, posée, presque calculée. M. Whittaker, donc, n'était pas aussi accablé par le chagrin que sa femme. De retour à la maison, Miss Marple nota dans son journal « Les Whittaker disputent d'argent ?» Ton confus. Un étrange sang-froid de la part du mari. Cette soirée apporta une autre sorte de révélation. Madame Sim, dont le flair pour les affaires n'avait d'égal que son talent pour entendre les choses, coinça Miss Marple à l'extérieur de la salle paroissiale. Vous ne croirez jamais qui a eu affaire à cet homme de Harlan. Harlan, l'homme au costume gris. Restaurateur d'art, du moins c'est ce qu'il prétend. Le fils de mon cousin travaille à la maison de vente aux enchères d'Exeter. Il dit que le nom d'Harlan a été évoqué l'année dernière à propos d'un faux Gainsborough. Falsify, Miss Marple pencha la tête. Vendu à une femme de Cheltenham pour 3000 livres. Elle poursuit toujours en justice. Et Lady Hayes, collectionne-t-elle encore? C'est possible. Elle était montée au grenier récemment, en train de ranger les vieux tableaux de famille. Elle voulait financer le nouveau toit de l'école, paraît-il. Discreetment. Miss Marple rentra chez elle avec l'esprit non plus tourné vers la peinture mais vers les modèles. Cette nuit-là, elle relut les entrées du journal. Harlan est arrivé. Plus intime que prévu, le champagne est arrangé. Et, si quelque chose arrive, on le verra. C'est l'espoir. Pas seulement une femme anticipant le danger. Une femme qui tente de révéler quelque chose. Un toast final, public, symbolique, peut-être même théâtral. Mais si Lady Agnès avait l'intention de révéler quelque chose avec ce verre, il n'avait jamais été versé. Et pourtant, elle est morte quand même. Le lendemain matin, Miss Marple fit un petit détour par la pharmacie. Monsieur Lockett essuyait la balance lorsqu'elle entra. « Ah, Miss Marple, vous cherchez encore du liniment ?»« Pas aujourd'hui, répondit-elle joyeusement. Juste quelques questions, si vous me le permettez. » Bien sûr. Je me demandais si quelqu'un avait acheté quelque chose d'inhabituel récemment. Des somnifères, de la digitaline, de la strychnine. Lockett Parrot Alarm. Mon Dieu, y a-t-il quelque chose? Oh non, l'interrompit-elle doucement. Juste par curiosité. Je lis un peu de romans policiers, voyez-vous. Parfois, je me demande si les vrais criminels ont la gentillesse de laisser une trace écrite. Lockett Rickhannon Reviewsmet. Rien de tel ici. Nous avons reçu quelques commandes de laudanum, principalement des branlets. Le médecin a préparé des mélanges pour le mal de dos de Lady Agnès. Les doigts de Miss Marple s'arrêtèrent sur le bord du comptoir. Maldos? Je n'étais pas au courant. Assez récent, je crois. J'ai commencé à en recevoir il y a seulement 3 semaines. Petite dose, mais régulière. Surtout de la teinture, avec un stabilisateur. Trop, cependant? Eh bien, oui, dit doucement Miss Marple. Tout à fait. Elle remercia M. Lockett et prit congé. Dehors, les nuages s'amoncelaient, bas et cotonneux. Le vent se rafraîchit. À midi, l'inspecteur Cray est venu rendre visite. Miss Marple était en train de tailler sa lavande quand il arriva, chapeau à la main, ses bottes portant encore une trace du gravier de Fallomer. « Mademoiselle Marple, dit-il d'une voix habituée à être obéie, puis-je vous déranger un instant ?» Elle le conduisit jusqu'au banc du jardin, où ils s'assirent sous la tonnelle, les pétales flottant autour d'eux. « J'ai lu votre nom dans plusieurs déclarations. Commença-t-il. On dirait que vous êtes un habitué des fêtes du village. J'aime rester impliqué, dit-elle avec un sourire. Vous étiez présent lorsque Lady Agnès s'est effondrée. J'étais assis au bord de la pelouse. Je l'ai vu lever son verre. Je l'ai vu tomber.
Elle n'a pas bu. Juste une gorgée. Je n'ai jamais bu un toast. Et vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel avant cela? Miss Marple le regarda pensivement. Tout semblait normal, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Crêpe plissa les yeux. Tu as déjà eu affaire à des mystères. Oh ah là là, inspecteur. Seulement des incidents domestiques. Broche perdue, vol dans le jardin, malentendu au sujet des fonds paroissiaux. Je n'ai jamais eu le malheur d'assister à un décès à un déjeuner. Il se pencha en avant. Mais si je disais que je crois à un acte criminel? Elle croisa les mains sur ses genoux. Alors je suis d'accord, ça ne ressemble pas à un décès paisible. Cray soupira. Il y a trop de possibilités et pas assez de faits. La gouvernante dit que le verre a peut-être déjà servi. Mais aucune trace de poison. Le médecin insiste sur l'absence de traumatisme cardiaque évident. Et maintenant, le journal suggère qu'elle s'attendait à quelque chose. Dites-moi, que pensez-vous de cet homme, Harlan? Je le considère comme une curiosité, répondit Miss Marple. Il a été aperçu avec Lady Agnès peu avant l'événement. Il est parti sans faire de commentaires. Et sa profession est souvent utilisée comme couverture dans certains milieux. Des criminels? Parfois, dit-elle doucement. Et parfois, c'est tout simplement malhonnête. Cray se leva. Merci, Miss Marple. Si quelque chose vous vient à l'esprit. Je ne manquerai pas de vous le faire savoir, dit-elle. Ce soir-là, le journal arriva en retard. Miss Marple lut la nécrologie de Lady Agnès, qui mentionnait son héritage de services communautaires, son intelligence vive masquée par le charme. L'article ne mentionnait pas sa mort subite. Dans les marges, quelqu'un avait écrit un mot au crayon. Subterfuge. Miss Marple ferma lentement le journal. Les suspects ne manquaient plus. Les Whittaker et leur ressentiment discret, Harlan et son passé ambigu, et même le colonel, avec son visage impassible et ses souvenirs enfouis. Mais aucun d'eux n'avait encore adopté le bon comportement. Pas encore. Elle attendrait. Et regarde, parce que parfois les coupables ne se cachent pas dans l'ombre. Parfois, ils se produisent au soleil, lors d'un toast, sous les yeux de tout le village. Le lendemain matin arriva dans un calme inhabituel, troublé seulement par le léger bruissement des feuilles le long des haies et le bruit de M. Caldecott distribuant le courrier avec une bonne heure de retard. Miss Marple, cependant, était déjà levée, assise près de la fenêtre de son salon, une théière de Ceylan et son bloc-notes à la main. Ses pensées n'étaient pas tournées vers la routine matinale de Wythshire, ni même vers les derniers soupçons des villageois, qui circulaient désormais à plein volume à la poste, à l'épicerie et au presbytère, d'un ton posé et entendu. Non, ses pensées étaient fixées sur le rideau. Pas n'importe quel rideau, mais celui en brocart épais du salon de Dovecote Hall, celui à gauche de la cheminée, derrière lequel, l'espace d'un bref instant, elle avait remarqué un mouvement lors de sa visite 2 jours plus tôt. C'était subtil, le genre de chose qu'on ne voit que lorsqu'on ne le cherche pas. Un léger balancement, comme si quelqu'un s'était déplacé derrière. Miss Marple croyait qu'il fallait observer les petites choses. Elle n'avait rien dit sur le moment. Mais à présent, alors que les détails commençaient à s'aligner dans son esprit comme un tissu sous une main attentive, elle se demandait si ce simple mouvement de rideau faisait partie d'un projet plus vaste. Elle finit son thé et prit sa décision. 1 heure plus tard, elle remontait l'allée de gravier de Dovecote Hall, cette fois sous prétexte de rendre un mouchoir brodé à la main que Lady Agnès lui avait prêté. C'était en fait le sien, mais Miss Marple trouvait ses mensonges pieux pardonnables au service de la vérité. Madame Cathcart l'accueillit avec les traits tirés et un sourire figé. « Oh, Miss Marple, dit-elle avec une surprise évidente. Je ne m'attendais pas à... Juste un instant, ma chère. Je ne resterai pas longtemps. Je suis venu vous rendre ceci. Eh bien, j'espérais pouvoir jeter un autre coup d'œil au salon. Je crois y avoir oublié mon gant lors de ma dernière visite. » Madame Cathcart hésita. Bien sûr, on ne l'a plus beaucoup utilisé depuis. Le colonel préfère le bureau ces temps-ci. Miss Marple fut introduite.
La pièce avait l'atmosphère feutrée et préservée d'un espace où quelque chose avait terriblement mal tourné et où personne ne savait vraiment comment respirer, à nouveau à l'intérieur. Elle remercia la gouvernante et attendit d'avoir franchi la porte avant de s'approcher prudemment du rideau. La lumière de la pièce était douce, filtrée par de hautes fenêtres et un épais tulle. Personne ne semblait avoir touché la pièce depuis sa visite. Une légère empreinte des coins en cuir du journal marquait encore le bureau. Miss Marple tendit la main derrière le rideau de brocart et la pressa doucement contre le mur. Pendant un instant, rien. Puis, ses doigts rencontrèrent une surface froide. Metal. Un loquet. Elle cligna des yeux et écarta le rideau. Cachée derrière les plis du tissu se trouvait une porte étroite, parfaitement intégrée aux boiseries, dont la peinture était parfaitement assortie au mur environnant. Un passage de service, peut-être, ou une ancienne niche de rangement. Il s'ouvrit vers l'intérieur avec le doux gémissement de charnière désaffectée depuis longtemps. À l'intérieur se trouvait un placard peu profond, à peine plus qu'une niche d'1 mètre de profondeur et aussi aucun homme. Il était vide, à l'exception d'une serviette en lin repassé et d'une odeur particulière d'agrumes et de clous de girofle. Miss Marple souleva délicatement la serviette. En dessous, sur l'étagère, se trouvait une flûte à champagne. Un autre verre. Pas celui que Madame Cathcart lui avait montré dans le garde-manger. Celui-ci était identique, mais impeccable, si propre qu'il brillait. Et à côté, posé sur le linge, se trouvait quelque chose d'encore plus curieux. Un bouton de manchette. En argent, de forme ovale, avec une gravure subtile, une petite fleur de lys en émail noir. Les lèvres de Miss Marple se pressèrent. L'objet en lui-même n'était pas remarquable, mais son emplacement l'était. Celui qui avait caché ce bouton de manchette derrière le rideau l'avait fait à la hâte. Et peut-être sans savoir qu'un autre verre, de forme et d'origine vraisemblablement identique, avait déjà été récupéré ailleurs dans la maison. Elle remit les objets exactement comme elle les avait trouvés, ferma doucement le placard et laissa le rideau retomber une fois de plus. Madame Cathcart est revenue juste au moment où elle se penchait pour récupérer son gant imaginaire. « Ah !» dit Miss Marple en se redressant avec un léger sourire. « C'était juste sous le fauteuil. Après tout, quelle idiote je suis !» La gouvernante força un petit rire et Miss Marple la remercia gracieusement avant de partir. Dehors, le vent s'était levé. Les nuages se déplaçaient rapidement sur la colline, projetant de longues ombres sur la pelouse où Lady Agnès s'était un jour tenue avec son dernier verre. Miss Marple marchait lentement, respirant l'air changeant, son esprit fonctionnant à son rythme habituel. Un compartiment secret. Un deuxième verre. Un bouton de manchette manquante. Et cette odeur persistante d'agrumes et de clous de girofle, trop distincte pour le cirage des meubles. Elle est retournée à son chalet et a fait quelque chose qu'elle faisait rarement avant le déjeuner. Elle a appelé le docteur Branlet. Il répondit avec son ton bourru habituel. « Jane Marple? Bon sang, quelque chose ne va pas? » « Bien au contraire, » dit-elle. « J'espérais sonder votre esprit. Si quelqu'un ingère de l'huile essentielle de clous de girofle, disons, à petite dose répétée, quels pourraient être les effets? » Il y eut un silence au bout du fil. De l'huile de clous de girofle? Pourquoi? Par curiosité. C'est tout. Eh bien, répondit-il, l'air à la fois perplexe et intrigué, en petite quantité, l'huile de clous de girofle peut être un léger sédatif. Trop utilisée, elle peut provoquer des étourdissements, des nausées, voire une perte de connaissance. Mais pas la mort. À moins d'être mélangée à d'autres substances, comme l'alcool, par exemple, ou de servir à masquer l'amertume. Amertume. Dans quelque chose comme, disons, la digitaline. Miss Marple le remercia et raccrocha, son esprit bondissant maintenant à travers une série de portes, chacune s'ouvrant plus facilement que la précédente. Tout avait été trop contrôlé, trop précis. Une performance, mise en scène avec l'exactitude d'un dramaturge choisissant une scène finale. Plus tard dans la journée, Miss Marple rendit visite au révérend Samuel sous prétexte de s'enquérir des cantiques du dimanche.
Elles discutèrent 10 minutes avant qu'elle ne demande nonchalamment. « Vous étiez tout près de Lady Agnès au déjeuner, n'est-ce pas ?»« Vraiment ?» dit-il en soupirant. « C'était vraiment horrible. Vous souvenez-vous à qui elle a parlé avant de lever son verre ?»« Pas particulièrement. Je crois qu'elle a souri à Monsieur Harlan. Il se tenait juste derrière le treillis. Elle a levé son verre vers lui, je crois. Presque comme si. Oui, comme un signe de reconnaissance. Comme un rappel. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Comme c'est poétique, révérend. Mais ce qu'elle ressentait n'était pas de la poésie, c'était de la clarté. Lady Agnès avait eu l'intention de révéler quelque chose. Elle avait planifié le moment, préparé le décor, et même choisi les paroles du toast final. Mais quelqu'un avait anticipé sa performance et réécrit la fin. Quelqu'un qui était venu dans le salon plus tôt. Quelqu'un qui avait porté une chemise avec des boutons de manchette manquants. Quelqu'un qui avait placé un deuxième verre derrière un rideau. Quelqu'un qui savait à quel point l'huile de clou de girofle cacherait la dure vérité. Miss Marple se leva, remercia le révérend et partit en pensant à la pièce suivante du puzzle. Il était temps de revoir Monsieur Harlan. Pas seulement pour son expertise artistique, mais ce qui avait disparu de sa manche, et ce qui s'était glissé si précisément à sa place derrière le rideau. Le silence avant le toast final, pensa-t-elle, n'était pas dû au chagrin. C'était une hésitation. Et quelqu'un, peut-être quelqu'un de très proche, avait profité de ce silence pour se placer devant le rideau et derrière la vérité. Le lendemain matin, la pluie tomba doucement, comme si le ciel hésitait à troubler la façade paisible de Witchurch-on-Hill. Ce n'était pas une pluie torrentielle, mais un murmure régulier, tapotant doucement les toits et humidifiant les haies d'une manière qui semblait enfouir les secrets plus profondément dans le sol. Miss Marple, cependant, n'était pas du genre à laisser le temps humide l'empêcher de poursuivre ses recherches. Elle avait passé une bonne partie de la soirée à relire ses notes, reconstituant les événements qui s'étaient déroulés à Dovecote Hall comme une tapisserie à un seul fil. Et maintenant, alors qu'elle sortait sous son parapluie en toile cirée et se dirigeait vers les chambres du Belwether Arms, elle avait l'intention de tirer fermement sur ce fil. Monsieur Oliver Harlan avait élu domicile à l'auberge 3 jours avant le déjeuner. L'aubergiste, Monsieur Dunette, un homme au visage plutôt rond, amateur d'oignons marinés et d'une aversion suspecte pour le silence, s'était montré plus que disposé à bavarder à l'arrivée de Mademoiselle Marple. Harlan? Oui, il est toujours là. Chambre 2B. Payé d'avance. Jamais sans cravate, celui-là. Tu crois qu'il fait partie de tout ça? Eh bien, je n'ai jamais dit qu'il n'était pas étrange. Si, il a des horaires bizarres. Il va et vient comme une ombre. Il ne laisse pas d'odeur, c'est ce que je dis toujours d'un homme qu'on ne sent pas. Très sage, Monsieur Dunette, dit Miss Marple, amusée. Pourrais-je lui parler, pensez-vous? Il est là. Il n'est pas sorti ce matin. Il a dit qu'il pleuvait et qu'il avait mal à la tête. Miss Marple gravit l'étroit escalier et frappa légèrement à la porte. Au bout d'un moment, elle s'ouvrit légèrement. Monsieur Harlan apparut, moins serein qu'au déjeuner. Son col était légèrement déboutonné et une légère barbe de 3 jours s'affichait sur son menton. Son regard, en revanche, était perçant et vigilant. « Oui, pardonnez-moi cette intrusion, » dit poliment Miss Marple. Je me demandais si je pouvais vous poser quelques questions sur Lady Agnès. Il hésita. Qui êtes-vous exactement? Jane Marple. Juste une voisine. J'étais présente au déjeuner. Il ouvrit grand la porte. Ah, la femme au regard perçant près du parasol. Vous avez tout remarqué, je suppose. Miss Marple sourit faiblement. On remarque ce qu'on peut. Il fit un geste vers une chaise. Bon, vu que je ne vais clairement nulle part avec ce temps. Sa chambre était bien rangée. Une valise en cuir reposait au pied du lit, légèrement entr'ouverte. Des papiers étaient empilés sur le bureau, à côté d'un stylo en argent. Une légère odeur de tabac et de clous de girofle flottait dans l'air. Miss Marple prit la chaise qu'on lui offrait. J'ai cru comprendre que Lady Agnès vous avait consulté au sujet de certaines œuvres d'art du domaine. Harlan hocha la tête.
Oui, elle avait découvert un portrait au grenier, un supposé Matthew William Peters. Fin du XVIIIe siècle. Elle voulait une évaluation, si c'était authentique, des conseils pour la vente. Et c'était le cas? Il hésita. Difficile à dire. La toile était usée et il y avait visiblement eu des retouches. Des retouches qui ne correspondaient pas au style. Je lui ai dit qu'il faudrait la restaurer avant toute vente aux enchères. Miss Marple le regarda. Et elle te faisait confiance? Il parut surprise. Je crois qu'elle le voulait. Elle était sur ses gardes. Très intelligent. Perspicace, vraiment. Elle posait toutes les bonnes questions. Saviez-vous qu'elle tenait un journal? Il s'immobilisa pendant une fraction de seconde. Je n'en avais aucune idée. Elle a parlé de toi. Je suis flatté, dit-il trop vite. Puis, après une pause, a-t-elle dit quelque chose de particulièrement intéressant? Elle semblait inquiète. Que vous connaissiez le portrait de famille. Que vous en sachiez plus que prévu. Que vous ayez pu avoir une certaine intimité avec ses affaires. Il ricana une fois, mais son rire semblait sec. C'est une façon élégante de suggérer quelque chose d'inconvenant. Oh, pas du tout. Lady Agnès n'aurait jamais envisagé une telle intimité. Mais savoir? Oui. Elle craignait que vous ne sachiez quelque chose qu'elle avait longtemps caché. Il se pencha en avant. Écoute, Miss Marple. On m'a recruté sous un prétexte honnête. Je connais un peu la lignée de Fallomer. Assez pour soupçonner que ce tableau n'est peut-être pas arrivé dans la famille par des canaux respectables. Continue. Il soupira. Le style suggère qu'il a été réutilisé. Une œuvre volée, peut-être, ou introduite clandestinement après la guerre. Quelqu'un voulait la nettoyer, la légaliser. Agnès voulait la vendre, mais si le tableau était volé, sa divulgation serait source d'embarras, voire de poursuites judiciaires. Pas pour elle. Pour son mari, colonel Fallomer, son régiment, il y avait des rumeurs. Une réserve d'œuvres d'art récupérées lors des campagnes européennes, certaines n'ayant jamais été rendues à leurs propriétaires légitimes. Si le colonel en avait une dans son grenier. Les yeux de Miss Marple se plissèrent, mais elle ne dit rien. Alors oui, poursuivit Harlan. J'en savais peut-être un peu plus qu'elle ne le pensait. Mais je ne l'ai pas tuée, Miss Marple. Elle croisa les mains. Tu avais un verre derrière le rideau. Son expression ne changea pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je l'ai trouvé. Cela, à la fin, l'a ébranlé. J'étais entré dans le salon pour prendre un appel. J'avais besoin d'intimité. J'ai utilisé le placard du personnel un instant. Je ne savais pas que j'avais oublié mon verre. Je n'ai bu qu'une gorgée. Et le bouton de manchette. Ses yeux se posèrent sur sa manche. Miss Marple s'est livrée. Soyez honnête avec l'inspecteur. Les secrets finissent toujours par éclater. Surtout ceux qui se cachent derrière les rideaux. Elle laissa les mots traîner, puis prit congé. Dehors, la pluie avait cessé et les nuages se dissipaient. Elle ne croyait pas qu'Harlan ait empoisonné Lady Agnès. Son choc était réel. Son bouton de manchette, une erreur. Mais il était passé par là, et il avait vu quelque chose. Alors qu'elle atteignait le bas des escaliers, M. Dunette l'appela de derrière le bar. C'est drôle, Miss Marple. Harlan m'a demandé de lui laver une chemise hier. Il y avait une tache sur le poignet. Elle se retourna lentement. Quel genre d'endroit? Brunetter. Odeur bizarre. Comme du clou de girofle. Miss Marple rentra chez elle avec une légère trace d'urgence dans sa démarche. Plus tard dans la soirée, elle a reçu un visiteur. Madame Cathcart se tenait sur le pas de sa porte, serrant contre elle un morceau de parchemin plié. Je ne pouvais plus le garder, dit-elle, presque en larmes. Elle me l'a donné 3 jours avant le déjeuner. Elle m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devrais le donner à quelqu'un qui comprendrait. À l'intérieur du papier plié se trouvait une seule phrase, écrite de l'écriture forte et précise de Lady Agnès. Le champagne n'est qu'une question. Attention à celui qui y a déjà répondu. Miss Marple put its son souffle. Elle fixa les mots, puis replia lentement le papier. Quelqu'un n'avait pas simplement fait taire Lady Agnès.
Il l'avait fait en sachant exactement ce qu'elle avait l'intention de révéler. Et cela signifiait que son toast final n'avait jamais été destiné à la célébration. C'était censé démasquer quelqu'un. Quelqu'un qui le savait et qui a agi en premier. Le jeu était en train de changer. Et Miss Marple, comme toujours, rattrapait tranquillement son retard. L'enveloppe avait été pliée avec une telle précision, si délibérément froissée, que Miss Marple resta assise à la contempler un moment après le départ de Madame Cathcart. L'écriture de Lady Agnès était aussi claire que jamais, sans tremblement, sans hésitation, même si elle avait écrit ce mot en prévision de sa propre mort. Miss Marple retourna la phrase dans sa tête. Le champagne n'est qu'une question. Attention à celui qui y a déjà répondu. Ce n'était pas une question de boisson. Ce n'était pas une question de poison. C'était une question d'intention, de timing. Elle se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Dovecote Hall se dressait au loin, silencieux, les lumières tamisées derrière ses fenêtres couvertes de lierre. Quelque part à l'intérieur, le colonel Fallomer était sans doute assis seul, peut-être dans le bureau, peut-être dans la pièce au portrait. Miss Marple le soupçonnait d'avoir beaucoup de soucis sur la conscience, mais pas forcément de meurtre. Et pourtant, il était resté remarquablement immobile le jour où sa femme est morte. Un coup à la porte l'attira de ses pensées. C'était l'inspecteur Cray, chapeau à la main, la pluie séchant encore sur son manteau. « Bonsoir, Miss Marple. Puis-je entrer ?»« Bien sûr, inspecteur. J'imagine que vous avez des questions. »« Certaines, oui. Et des réponses auxquelles je ne m'attendais pas. » Ils entrèrent dans le salon. Elle lui offrit du thé, qu'il déclina. Il était assis avec la même tension qu'un homme devant un échiquier à mi-parcours n'ayant plus tout à fait le contrôle de la situation, mais refusant de céder pour l'instant. « J'ai reçu une lettre de Scotland Yard, dit-il. Le vrai nom de M. Harlan est Oliver Joseph Gray. Il a été radié du barreau il y a 10 ans après avoir été surpris en train de vendre des œuvres d'art contrefaites à Paris. Il opère sous de faux prétextes depuis un certain temps. » Miss Marple croisa les mains. Lady Agnès n'était pas dupe. J'imagine qu'elle s'en doutait. Peut-être. Mais voilà le hic, il a quitté le Belwether Arms. Miss Marple haussa les sourcils. Quand? Milieu d'après-midi. Il s'est éclipsé discrètement. Il n'a laissé aucune adresse. Dunette affirme avoir réservé une voiture pour Exeter, mais il n'y a aucune trace de lui à bord d'un train. Une disparition opportune, murmura Miss Marple. Et au bon moment. Cray expira. J'ai lancé une alerte locale, mais je doute qu'on le revoie. Pourtant, son histoire était utile. Il m'a parlé d'un certain tableau, prétendument introduit clandestinement au domaine de Fallomer après la guerre. Un Peters, peut-être authentique, peut-être pas. Je soupçonne que c'est tout à fait authentique, dit doucement Miss Marple. Mais gênant. Cray la regarda. Ce qui veut dire. Il a peut-être été pillé, dit-elle. Et ce n'est pas un hasard. L'inspecteur fronça les sourcils. Vous pensez que le colonel? Je pense que Lady Agnès a découvert l'origine du tableau, dit Miss Marple, et que quelqu'un l'avait introduit dans le pays par des moyens douteux, probablement à son insu à l'époque. Peut-être pour le profit, peut-être pour dissimuler quelque chose. Et lorsqu'elle comptait le révéler, Alas mort, termina Cray. Mais elle a essayé, ajouta Miss Marple. Ce toast final, ce n'était pas seulement une cérémonie. C'était son rappel. Elle allait parler. Peut-être pas tout, mais quelque chose. Cray resta silencieux un moment. Il y a autre chose, dit-il. Nous avons trouvé des empreintes digitales sur la poignée du placard, derrière le rideau, dans le salon. N.I. Céleste D. Harlan. N.I. Céleste de Madame Cathcart. Miss Marple attendait. Chez le colonel Fallomer. Elle cligna des yeux. Je vois. Cray se leva et se dirigea vers la cheminée. Je l'ai interrogé 2 fois. Il est évasif. Calme, mais froid. And I choke, and I dine. Il prétend n'avoir jamais touché la vitre ni le placard. Mais l'empreinte demeure. Dites Miss Marple. Ce qui signifie soit qu'il a menti,
soit que quelqu'un a voulu le faire croire. L'inspecteur hocha la tête. Vous croyez qu'il est victime d'un coup monté? Je crois que c'est une possibilité. Cray croisa les bras. Il avait un mobile. Si ce tableau avait été introduit clandestinement sous ses ordres, sa divulgation pourrait ruiner sa réputation, et même entraîner des poursuites judiciaires. Miss Marple se leva et se dirigea vers la bibliothèque. Le colonel Fallomer est un homme de fierté. Discipline. Il savait garder des secrets, mais pas sans payer. Son mariage était formel, sans tendresse. Il souhaitait peut-être son silence, mais pas sa mort. Cray la regarda. Et alors? Miss Marple se retourna, le regard calme. Quelqu'un qui craignait que Lady Agnès ne parle. Quelqu'un qui risquait de perdre plus que sa réputation. Peut-être quelqu'un qui avait accès à la fois à des lunettes et à des intentions. Une pause. La voix de Cray baissa. Madame Cathcart. Miss Marple secoua doucement la tête. Loyal. Effrayé? Oui. Mais pas malhonnête. Les Whittaker. Trop fort. Trop évident. Alors qui? Miss Marple resta silencieuse un long moment. Puis, qui d'autre risquait de perdre sa place dans la maison si Lady Agnès avait agi? Cray cligna des yeux. Tu crois que c'est une question d'héritage? Non, répondit Miss Marple. Pas d'argent. Position. Influence. Les sourcils de Cray se froncèrent. Miss Marple s'approcha de la table basse et prit le journal de Lady Agnès. Elle se tourna vers l'entrée de la veille du déjeuner et la lut à voix haute. Harlan est arrivé. Ses connaissances sont plus intimes que prévu. Je me demande ce qu'il sait vraiment ou ce qu'il a l'intention de savoir. J'ai décidé de ne rien dire à, même si je crains qu'il y ait des conséquences dans un cas comme dans l'autre. Qui est, inspecteur? Demanda-t-elle doucement. Il marqua une pause. Le colonel? Miss Marple secoua la tête. Lady Agnès ne l'appelait jamais simplement A. Elle utilisait mon mari ou le colonel. Non, c'est quelqu'un d'autre. Un proche. Les yeux de Cray s'écarquillèrent. Anna, sa filleule. Miss Marple hocha la tête. Anna Sinclair. La jeune femme qui s'occupait de toute la correspondance de la succession. Celle qui était toujours près d'Agnès lors des réceptions. Celle qui aidait Harlan à cataloguer les tableaux. Cray jura dans sa barbe. Je n'avais même pas pensé à elle. Elle a accès à tout, dit Miss Marple. Elle connaît les habitudes de la maison. Elle connaissait les intentions d'Agnès, elle a peut-être même lu le journal. Et elle était probablement au courant de l'existence du tableau avant Agnès. Elle aurait pu attirer Harlan ici sous de faux prétextes, dit Cray, qu'il croit que le tableau était à vendre. Mais quand Agnès a refusé, elle avait prévu de les exposer tous les deux, termina Miss Marple. Cray parut stupéfait. On va la faire venir. Miss Marple secoua la tête. Pas encore. Pourquoi pas? Parce qu'elle mentira, dit-elle. Comment? Magnifiquement. Elle est assez futée pour avoir trafiqué les verres avant le déjeuner et laissé l'autre dans le placard avec le bouton de manchette pour tromper l'attention. Il faut d'abord qu'elle se sente en sécurité. Cray se frotta la machoide. Alors, que proposes-tu? Le regard de Miss Marple était fixe. On porte un autre toast. Il la regarda. Pardon? Nous invitons tous les invités à revenir, dit-elle d'une voix douce mais assurée. Pour un déjeuner commémoratif. Quelque chose de calme. Dédigné. Un dernier hommage. Et pendant le toast, je ferai ce qu'Agnès n'a jamais pu faire. Elle marqua une pause. Je vais transmettre le message. Cray la fixa un instant. Puis, lentement, un léger sourire apparut au coin de ses lèvres. Vous êtes extraordinaire, Miss Marple. Non, inspecteur, dit-elle doucement. Je suis simplement très vieille. Et les gens oublient à quel point on voit clair quand on a passé sa vie à observer. Dehors, le village dormait sous des voiles de brume et de souvenirs. Mais dans l'esprit de Jane Marple, les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Le silence avant le toast final était passé. Maintenant, il faut rendre des comptes.
L'invitation était modeste dans sa formulation, mais lourde de sens. À la suggestion de Miss Marple, et avec la bénédiction réticente du colonel, une petite réunion fut organisée en mémoire de Lady Agnès, un déjeuner informel. Comme elle l'aurait souhaité, disait le mot. La même pelouse à Dovecote Hall, les mêmes parasols blancs, les mêmes plateaux à thé et le même linge pâle. Un geste d'adieu. Mais sous ces dehors polis, le déjeuner avait un but bien plus délibéré. Miss Marple, sous couvert d'un doux souvenir, avait préparé le terrain. Et elle regardait. C'était dimanche lorsque les invités arrivèrent, discrets et soigneusement vêtus. Le temps, comme pour l'occasion, était calme et couvert. Pas vraiment gris, mais calme, comme un ciel qui retient son souffle. Le colonel Fallomer se tenait au bord du jardin, calme et indéchiffrable. Miss Marple, assise à sa même place ombragée par un parasol, observait les joueurs se rassembler à nouveau. Felicity Goodwin arriva la première, coiffée d'un chapeau extravagant qu'elle affirmait respectueux. Les Whittaker suivirent, Isobel, pâle et tendue, Matthew, tendu à ses côtés. Puis vinrent le révérend Samuel et son épouse, dont les yeux se portèrent partout sauf sur le siège qu'avait occupé Lady Agnès. Et enfin, Anna Sinclair. Elle portait un crêpe bleu marine et des gants parfaitement assortis à son sac à main. Son expression était solennelle, posée et surtout, impassible. « Mademoiselle Marple, dit-elle chaleureusement en s'approchant. C'est très aimable à vous d'avoir organisé cela. Agnès aurait été touchée. Je pensais plutôt qu'elle le méritait, répondit Miss Marple. Une femme de son influence et de sa grâce. Anna sourit faiblement en s'asseyant sur une chaise. Elle a été méticuleuse jusqu'au bout. Oui, dit Miss Marple, tout à fait. Le déjeuner fut servi sans incident. Poulet froid, sandwich au concombre, gâteau aux graines. Le thé fut servi, et pendant un moment, on n'entendit que le bruit de la porcelaine, le froissement des serviettes et quelques murmures. Mais Miss Marple remarqua tout, la façon dont Anna touchait sa coupe avec des doigts gantés. La façon dont elle lui tendait le plateau de champagne sans même y jeter un coup d'œil. La façon dont son regard se posa brièvement sur le siège vide de l'autre côté de la pelouse, celui qui avait appartenu à Lady Agnès. Lorsque le dernier plat fut débarrassé, une tarte aux groseilles du jardin du hall, le colonel Fallomer s'avança et leva son verre. « À ma femme, dit-il simplement, qu'on se souvienne d'elle. » Quelques murmures légers suivirent. Le toast fut respectueux et bref. Puis Miss Marple se leva. Sa voix, bien que douce, portait avec une aisance surprenante. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. « Si vous me le permettez, dit-elle doucement, juste quelques mots. » Elle joignit ses mains devant elle. Je n'étais pas un ami proche de Lady Agnès. Mais je l'admirais. J'admirais sa précision, sa force d'esprit, surtout, son refus de se taire. Il y a eu un changement parmi les invités. Le jour de son décès, poursuivit Miss Marple, Lady Agnès avait l'intention de dire quelque chose. Quelque chose d'important. Elle avait préparé son toast, choisi ses mots, et elle avait fait en sorte qu'il soit prononcé en public, là où la vérité serait visible, et non murmurée en coulisses. Personne ne parlait. L'air était devenu plus lourd. Le regard de Miss Marple parcourut lentement la pelouse. Mais quelqu'un ne voulait pas que cette vérité soit dite. Quelqu'un a fait en sorte que Lady Agnès ne lève plus jamais son verre. Le silence était désormais total. Paix. Même les oiseaux s'étaient tus. Elle avait découvert quelque chose, dit Miss Marple. Pas seulement un tableau ou un passé falsifié. Elle avait découvert une trahison. Quelqu'un de proche, plus proche que la plupart ne le pensaient, avait utilisé son nom, sa maison, et même sa confiance, à son profit. Miss Marple s'avança et fit un geste vers la chaise vide à la tête de la table. Elle avait l'intention de confronter cette trahison ici, avec témoin. Mais au lieu de cela, elle est morte. La tasse de thé d'Anna tremblait légèrement sur la soucoupe. Miss Marple se tourna vers elle. « Vous étiez sa filleule, mademoiselle Sinclair. Son assistante.
Vous connaissiez chaque tiroir de cette maison, chaque emploi du temps, chaque arrangement. C'est vous qui avez aidé M. Harlan à accéder au tableau. Et c'est vous qui avez lu son journal. L'expression d'Anna ne changea pas, mais le silence autour d'elle devint plus intense. Miss Marple continua, la voix calme. Elle n'en a jamais parlé au colonel. Elle a écrit, certes, mais elle a caché. Elle craignait ce qui arriverait si la vérité éclatait. Miss Marple tourna son regard vers la table. Vous avez laissé le verre derrière le rideau. Vous avez placé le bouton de manchette à côté. Quelle astuce! Vous avez fait croire qu'Harlan avait paniqué et pris la fuite. Mais il ne l'a pas empoisonné. Le colonel non plus. Elle s'arrêta. Tu l'as fait. Le sourire d'Anna ne disparut pas, mais il perdit son éclat. C'est une accusation grave, Miss Marple. C'est vrai, répondit Miss Marple, toujours aussi douce. Et c'est aussi une déclaration de fait. Vous serez appelé à y répondre. L'inspecteur Cray, assis à côté du révérend, se leva lentement. Mademoiselle Sinclair, dit-il, je vous prie de m'accompagner au poste pour un interrogatoire formel. Vous souhaiterez peut-être parler à un avocat. Le regard d'Anna se posa pour la première fois à gauche, puis à droite. Mais il n'y avait pas d'échappatoire, pas de porte de derrière, pas de rideau derrière lequel se cacher. Elle se leva, lissa sa jupe et dit simplement « Je ne suis pas coupable de meurtre ». Miss Marple pencha la tête. « Mais vous êtes coupable de peur, mademoiselle Sinclair. Et la peur précède souvent tout acte terrible. » Cray l'emmena, et les invités restèrent figés, hésitant entre parler et rester immobiles. L'air était cassant, fragile, comme de la verrerie prête à se briser. Miss Marple retourna à sa place et sirota son thé. Et enfin, le silence était réel. Pas quelqu'un forcé par le poison ou la tromperie, mais le silence qui suit une confession faite sans parole. Le test final, pensait-elle, n'a jamais été dans l'épreuve. C'était juste avant que quelqu'un réponde à une question à laquelle il ne s'attendait pas. Et maintenant ce moment était passé. Il ne restait plus qu'à assembler le reste des pièces, et prononcer enfin le nom du véritable tueur. Mais cela, Miss Marple le savait, viendrait avec le temps. Autour d'une autre tasse de thé. Le village de Wychersheville s'éveilla le lendemain matin, non pas au chant des oiseaux ni au son de la cloche de l'église, mais au bourdonnement d'une rumeur se répandant comme du lierre sur un mur en ruine. Au lever du soleil, chaque file d'attente à la boulangerie, chaque tournée de lait et chaque banc au coin de la rue savait qu'Anna Sinclair avait été interpellée après le déjeuner commémoratif. L'idée même que l'élégante et imperturbable Miss Sinclair puisse être mêlée à une affaire aussi sordide qu'un meurtre fit des vagues dans le monde bien rangé du village. Mais derrière les rideaux de dentelle et au-dessus des bouilloires fumantes, les rumeurs s'intensifièrent. Au presbytère, Madame Samuel halta en dégustant son toast à la marmelade. Chez l'épicier, Hetty Pike laissa tomber une barquette de groseilles à maquereaux. À la poste, Pénélope Sim déclara à tous ceux qui l'entendaient « J'ai toujours dit qu'elle était trop soignée. Certaines femmes ont ce regard, comme si elles avaient planifié plus que leur garde-robe. » Miss Marple, cependant, ne dit rien. Elle n'avait pas beaucoup dormi. La vérité, elle le savait, était comme un écheveau de laine emmêlée. À peine un nœud se dénouait-il qu'un autre apparaissait plus loin. Et bien qu'Anna Sinclair ait bel et bien tissé un délicat réseau de mensonges et de tromperies, Miss Marple restait inquiète. Ce n'était pas fini. Pas encore. À midi, elle est retournée à Dovecote Hall. Le colonel Fallomer l'a reçue dans le bureau, où le feu avait été allumé malgré la chaleur extérieure. Il se tenait près de l'âtre, les mains jointes dans le dos, le regard dur. « Je suppose que vous êtes venu me dire à quel point vous avez été intelligent, » dit-il. L'expression de Miss Marple resta bienveillante. « Je suis venu parce que quelque chose ne va toujours pas. » Le colonel fit une légère moue. « Elle nous a trahis tous les deux. »« C'est vrai, » acquiesça Miss Marple. « Mais pas comme tu le penses. » Il se tourna vers elle. « Elle a tué Agnès. »« Non. » répondit calmement Miss Marple.
Elle croyait devoir l'arrêter. Elle a peut-être trafiqué le verre derrière le rideau. Elle a peut-être placé le bouton de manchette. Mais Anna Sinclair n'a pas tué Lady Agnès. Le silence qui suivit était si profond que le feu lui-même sembla s'éteindre. Le colonel parlait à voix basse. « Et alors ?» Miss Marple fit un pas en avant. « Je crois que vous le savez déjà. » Ses yeux se plissèrent. « Explique-moi. » Elle croisa les mains. Lady Agnès avait découvert la vérité sur le tableau. Non seulement qu'il avait de la valeur. Non seulement qu'il avait été introduit clandestinement, mais qu'il avait été volé pendant la guerre, probablement par un membre de votre régiment. Peut-être même par vous. La mâchoire du colonel se serra. Elle s'apprêtait à parler, poursuivit Miss Marple. Et elle soupçonnait Anna d'avoir facilité la vente par l'intermédiaire de M. Harlan. Mais elle ne voulait pas de scandale. Elle ne voulait pas être humiliée publiquement. Elle comptait aborder le sujet en privé symboliquement, lors du déjeuner. C'est pourquoi elle a organisé ce toast. Je ne vois toujours pas. Mais quelqu'un d'autre l'a fait, l'interrompit doucement Miss Marple. Quelqu'un qui avait plus à perdre que sa réputation. Quelqu'un qui craignait que si la vérité éclatait, le domaine lui-même, Dovecote Hall, ses biens, son héritage soit mis en péril. Le visage du colonel restait un masque. Miss Marple prit une inspiration. « Vous, colonel ?» Sa main tressaillit, juste une fois. Vous saviez ce qu'était ce tableau. Vous saviez d'où il venait. Vous ne l'aviez peut-être pas volé vous-même, mais il vous est parvenu peut-être d'un supérieur, peut-être dans un moment de confusion morale en temps de guerre. Vous l'avez gardé, et vous pensiez que c'était votre secret. Il ne dit toujours rien. Et lorsque Lady Agnès l'a découvert, vous étiez prêt à affronter la tempête, jusqu'à ce que vous appreniez qu'elle comptait le révéler. Ni au tribunal, ni en public, mais symboliquement. Un toast, un geste qui susciterait l'attention. Miss Marple s'approcha de la petite table près de la fenêtre où se trouvait une carafe. Elle souleva le bouchon et renifla délicatement. L'huile de clous de girofle, dit-elle doucement. Subtle. Utile pour masquer l'amertume. Utile pour masquer la présence de digital. La même odeur qui persistait dans le placard. La même odeur dont Dunette se souvenait en lavant la chemise d'Harlan. Mais ce n'était pas Harlan qui l'administrait. Elle se tourna vers lui. Tu l'étais, parce que c'était la solution la plus simple. Pas de scandale, pas de discours. Juste une fin tranquille. Un effondrement malheureux au soleil. Le colonel resta silencieux, mais son visage pâlit. Tu as versé le mélange dans son verre privé. Celui qu'elle était allée chercher tôt. Tu savais qu'elle le prendrait avant de trinquer. Tu ne t'attendais pas à ce qu'elle cache un mot, ni à ce qu'elle soupçonne que tu pourrais agir. Il ne bougeait toujours pas. Miss Marple s'approcha. Elle t'aimait, je crois, à sa manière. Mais elle te craignait aussi. Non pas à cause de ta colère, mais à cause de ta froideur. À cause de ce que tu étais prêt à sacrifier au nom du devoir. Le colonel se détourna enfin. Vers le feu. Vers le portrait au-dessus de la cheminée. Elle allait détruire la seule chose qui comptait, dit-il doucement. Mon nom, mon honneur, mon passé. Et ainsi vous avez détruit son avenir, dit Miss Marple. Il baissa la tête. J'avais espéré que cela passerait pour de l'âge, de la fragilité. La voix de Miss Marple s'adoucit. Elle était fragile, mais pas idiote. Un long silence s'écoula. Puis, et maintenant? L'inspecteur attend au poste, dit Miss Marple. Il ne sait pas encore ce que je vous ai dit, mais j'imagine qu'il le saura bientôt. Le colonel ferma les yeux. Pendant un long moment, il resta silencieux. Puis, sans se retourner, il demanda, « Puis-je avoir une heure ?» L'expression de Miss Marple n'y changeait pas. Pourquoi? À écrire. Quelque chose pour les journaux. Et une lettre. À sa sœur. Dans le Surrey. Après un moment, elle hocha la tête. Dehors, le vent agitait les feuilles dans la cour et le vieux chêne craquait faiblement sous la brise. Miss Marple partit, sans un mot de plus. Ce soir-là, une simple enveloppe arriva au commissariat, adressée à l'inspecteur Cray.
À l'intérieur se trouvaient des aveux, rédigés de la main du colonel. Il présenta les faits sans émotion. Il en assuma l'entière responsabilité. Il demanda seulement que le domaine soit transmis discrètement à son prochain intendant, l'affaire étant sous scellé. Il a également inclus une seule ligne de la dernière entrée du journal de Lady Agnès. Certains hommes sont sauvés en silence. Ils sont éprouvés en parole. Mais c'est en vérité qu'ils sont révélés. L'inspecteur Cray a placé la lettre dans son dossier. Et Miss Marple, de retour dans son cottage couvert de roses, arrosa ses azalées et se tourna vers son thé. Le village, comme c'est souvent le cas, retrouva son rythme. Le scandale s'évanouit dans un souvenir murmuré, celui dont on parle prudemment au cours de longues promenades ou autour d'un panier à tricoter. Lady Agnès resta dans les mémoires avec une curieuse révérence. Anna Sinclair quitta discrètement le village, pour ne jamais y revenir. Mais ceux qui y prêtaient attention diraient que Miss Marple, toujours polie, toujours gracieuse, s'arrêtait un peu plus longtemps maintenant au bord de Dovecote Hall, où le lierre grimpait haut et où les fenêtres regardaient fixement vers le passé. Non pas parce qu'elle doutait de la vérité, mais parce que la vérité, une fois vue clairement, a laissé derrière elle son propre silence. Un silence bien plus profond que celui qui précède le toast final. Un mois s'écoula, tranquillement, avec la douce insistance de la fin de l'été laissant place au début de l'automne. Les haies commencèrent à rougir. Les dernières hirondelles disparurent. Les matins devinrent brumeux. Et Witcher-Shonville, comme tant de villages anglais après un scandale, se retrouva à oublier poliment ce qui ne pouvait plus être des faits. La mort de Lady Agnès Fallomer n'a jamais été rapportée dans la presse nationale. L'avocat de la famille s'en est chargé. Le verdict du coroner, modifié après les aveux écrits du colonel Fallomer, se lisait simplement « Mort par empoisonnement à la digitaline, administré intentionnellement ». Les détails ont été gardés secrets, par respect pour la famille. Le colonel Fallomer, après avoir déposé sa déclaration aux autorités, n'avait été formellement arrêté. Il avait quitté Dovecote Hall dans les 48 heures, accompagné seulement d'une valise en cuir usé et de son vieux pardessus régimentaire. La destination indiquée était un établissement paisible pour officiers retraités, près de Winchester. Il n'avait opposé aucune résistance, ni fait ses adieux, ni fait de scène. Miss Marple n'a jamais demandé où il était allé. Elle avait appris depuis longtemps que certains hommes préféraient que leur compte se déroule dans la solitude. La maison, désormais sous la surveillance d'un cousin éloigné du Sussex, restait en grande partie fermée. Seule Madame Cathcart restait, avec une capacité réduite, s'occupant de l'entretien de la propriété et ouvrant occasionnellement le salon aux administrateurs de la succession. Elle avait pleuré au départ du colonel, mais n'avait jamais rien dit de plus que « il l'aimait à sa manière ». Mais certaines manières sont trop dures à vivre. Miss Marple avait repris son rythme habituel. Promenade matinale, visite à la bibliothèque, thé à 4 heures et soirée tranquille à tricoter ou à lire Dickens. Mais de temps à autre, elle interrompait sa routine, même brièvement, pour réfléchir à l'étrange précision des dernières semaines de Lady Agnès. Elle n'avait pas seulement anticipé la mort. Elle l'avait préparée, élaborée comme un discours. Et ce faisant, elle avait laissé derrière elle juste assez de miettes pour être entendue, même en silence. Par un pâle après-midi de fin septembre, Miss Marple reçut une lettre. L'enveloppe était adressée d'une écriture raffinée et bouclée, et oblitérée du seret. À l'intérieur se trouvait une seule feuille. « Chère Miss Marple, je vous écris en mon nom et au nom de ma sœur Margaret pour vous exprimer notre plus profonde gratitude. Nous avons maintenant été informés des circonstances du décès d'Agnès, mais sans rapport officiel. Madame Cathcart, que Dieu la bénisse, ne nous a transmis que ce qu'elle croyait devoir être connu. Le reste, je crois, vient de vous. Agnès n'a jamais été une femme facile, mais elle avait des principes. Et nous sommes reconnaissants que son dernier acte, quel qu'en ait été le prix, ait été vu et compris par quelqu'un digne de sa confiance. Dovecote Hall, me dit-on, passera discrètement entre de nouveaux propriétaires.
Laissez faire. Certaines maisons portent des échos qui ne souhaitent pas être dérangés. Avec tout le respect et l'estime que je vous dois, Béatrice Elwell Miss Marple plia lentement la lettre et la posa sur son plateau à thé. Peu de temps après, on frappa à la porte. Felicity Goodwin, bien sûr, avec un chapeau bien trop flamboyant pour une visite en semaine, portant une boîte de petits pains au raisin. « Tu ne devineras jamais qui est de retour au village, » dit-elle sans même un salut. La cousine d'Anna Sinclair. Cette fille des Midlands. Elle prétend vouloir ouvrir une boutique de fleurs. Tu imagines? La serre de Dovecote transformée en quelque chose d'utile. Quelle initiative, répondit Miss Marple avec douceur. Elle loue le petit cottage au bout de Bellflowerland. Très discrète. Mais je me demande si elle est là pour régler les affaires d'Anna. C'est possible, dit Miss Marple en servant du thé. Il y a toujours des choses qui traînent. Felicity se pencha. Tu crois qu'Anna savait? Que le colonel l'avait fait? Je pense qu'elle craignait qu'il le fasse, dit Miss Marple. Mais je ne crois pas qu'elle ait vraiment su avant que ce moment ne soit passé. La culpabilité et la suspicion se ressemblent, mais une seule persiste. Felicity, franca, less sourcils. Bon, je suppose que c'est fini, alors. Miss Marple ne répondit pas. Ce soir-là, elle se promena dans son jardin, caressant du doigt les dernières pousses de lavande. L'air était devenu plus frais et la lumière commençait à faiblir. Elle s'arrêta près de la tonnelle de rosiers, observant un couple de merles filer entre les haies. Elle avait toujours cru que la vérité ne venait pas par de grands coups de tonnerre, mais par des arrangements subtils, dans le tremblement d'une main, le changement d'une voix, le silence qui suivait une phrase non dite. Et de cette façon, Lady Agnès en avait dit long. Le journal, la formulation du toast, le verbu avant le service des autres, tout cela faisait partie d'un code discret. Pas seulement un plan, mais un acte de justice ultime, soigneusement cousu dans ces derniers jours comme l'ourlet d'une robe de deuil. Certains considéraient le poison comme un outil de malveillance. Miss Marple voyait les choses différemment. Entre les mains de certaines personnes, le silence pouvait être encore plus dangereux. Le lendemain matin, elle retourna au cimetière. La pierre tombale de Lady Agnès avait déjà été posée modeste, grise, et gravée d'un simple vers des psaumes. Que la vérité germe de la terre, et que la justice regarde du haut du ciel. Miss Marple le lut une fois, puis deux. Le vent soufflait doucement dans les ifs. Elle a laissé un seul brin de romarin à la base de la pierre. En souvenir, dit-elle à voix haute, puis elle se retourna pour redescendre l'étroit chemin de gravier en direction du village. Whitchurch on the Hill, all eight perdure. Le scandale s'atténuerait avec le temps, devenant une histoire, puis un murmure, puis un souvenir. De nouveaux scandales surgiraient. De nouveaux secrets se dissimuleraient sous le vernis poli des réunions de comités et des festivités. Et Jane Marple, observatrice silencieuse de la nature humaine, resterait. À 4 heures. Les yeux ouverts. Echo. Octobre s'installait doucement sur Whitchurch Hill, annonçant la lente et dorée chute des feuilles. Le village, tel un édredon usé, semblait reprendre ses droits. Coins repliés, teintes adoucies et l'odeur familière de la fumée des cheminées s'échappant des chaumières regroupées près de la place publique. En apparence, la mort de Lady Agnès Fallomer était enfin réglée. Mais sous la surface, comme dans tant de choses, l'histoire n'était pas vraiment terminée. Miss Marple l'avait perçue par petites touches dans les regards échangés devant la salle paroissiale, dans la curieuse tenue dont faisait preuve le révérend Samuel chaque dimanche, et surtout dans le silence absolu qui avait remplacé les ragots. Ce silence était anormal. Pas le silence paisible, mais celui qui s'installe lorsqu'un secret est à moitié enfoui et que personne n'ose le troubler. Et c'était donc d'un intérêt particulier lorsque, le premier jeudi du mois, un taxi de la gare arrivait et déposait un nouveau visiteur aux portes de Dovecote Hall. La femme qui sortit était grande, vêtue de gris tourterelle, coiffée d'un chapeau à voilette. Elle paya le chauffeur,
prit une modeste valise en cuir et poussa le portail en fer avec une assurance tranquille qui ne ressemblait pas à celle d'une inconnue du domaine. Miss Marple l'aperçut de loin, de l'autre côté de la rue, où elle parlait au jeune Timothy Jeffrey du mal de gorge de sa mère et de la bonne façon de conserver l'écorce de quinine. Elle marqua une pause au milieu d'une phrase et plissa les yeux, observant la femme qui approchait de la maison. Sans hésitation, sans détourner les yeux. Elle marchait avec assurance, comme si elle l'avait déjà fait tant de fois. Elle ne ressemble pas à une cousine, dit Timothy distraitement, suivant le regard de Miss Marple. Non, murmura Miss Marple. Elle ne le sait pas. Cet après-midi-là, la visiteuse était devenue l'objet de l'intérêt local. Madame Sim, du bureau de poste, prétendait l'avoir aperçue dans la serre du manoir. Monsieur Dunette jurait qu'elle avait envoyé un télégramme depuis sa boutique, mais, pressé de répondre, il avoua ne pas l'avoir vu le lui remettre. Les spéculations allaient bon train. Était-elle avocate, cousine du colonel, enquêteuse? Mais Miss Marple avait des soupçons. Elle a attendu le début de soirée avant d'appeler. Madame Catka répondit, l'air légèrement pâle sous son calme habituel. Mademoiselle Marple, vous savez toujours quand l'eau bout. C'est un vieil instinct, répondit-elle. Puis-je entrer un instant? Je ne m'attarderai pas. Madame Catka hésita, puis acquiesça. Elle est au salon. Elle? La dame du Surrey. Beatrice Elwell. Le regard de Miss Marple s'éclaira. La sœur de Lady Agnes. Madame Catka hocha légèrement la tête. C'est la première fois qu'elle revient depuis près de 7 ans. Elle a toujours écrit, pourtant. Elle a toujours envoyé des cartes de Noël. Et maintenant, elle dit qu'elle est là pour régler les affaires privées d'Agnès, et qu'elle ne reste que quelques jours. Miss Marple entra et enleva ses gants avec une précision silencieuse. J'aimerais lui parler, si elle le souhaite. Le salon n'avait pas changé. Le rideau de brocart pendait toujours lourdement au-dessus du placard caché. Le fauteuil où Lady Agnès s'asseyait autrefois affichait désormais une posture différente, droite, attentive. Et dans ce fauteuil se trouvait une femme qui ne ressemblait guère à sa défunte sœur, mais dont la présence était indéniable. Béatrice Elwell se leva lorsque Miss Marple entra. « Mademoiselle Marple, dit-elle d'une voix basse et raffinée. C'est gentil à vous d'être venu. Je le trouvais approprié. Dites Miss Marple. Et peut-être opportun. » Les deux femmes étaient assises l'une en face de l'autre, le feu entre elles projetant de longues ombres vacillantes à travers la pièce. Miss Marple observait son invitée. Le visage de Béatrice était étroit, ses traits dessinés avec une dignité précise. Son regard, en revanche, était difficile à déchiffrer, attentif mais pas froid. « Tu as reçu ma lettre ?» demanda Béatrice. « Oui. Cela signifiait beaucoup pour moi. Et j'ai pensé que je pourrais lui rendre l'appareil, en personne. » Béatrice esquissa un léger sourire. « Vous souhaitez parler d'Agnès ?»« Je pense que oui, » dit Miss Marple. « Mais pas sur la façon dont elle est morte. Je crois que nous avons épuisé cette piste. Ce qui reste, ce qui persiste, c'est la raison de sa mort. » Béatrice inclina légèrement la tête. « Base griega. » Miss Marple se pencha légèrement. Elle a découvert la vérité sur un tableau. Elle soupçonnait une trahison. Mais je crois que, sous tout cela, elle craignait aussi le silence, le genre de silence qui ronge un nom de famille, une maison, un héritage. L'expression de Béatrice ne changea pas. Elle en a parlé par petites touches, poursuivit Miss Marple. Pas d'accusation, pas d'indignation, mais une sorte de résignation. Je me demande si vous avez lu les dernières entrées de son journal. Oui, répondit Béatrice après un long silence. Et je me suis demandé si je devais les brûler. Les mots brûlants n'effacent pas la vérité qu'ils véhiculent, dit doucement Miss Marple. Non, répondit Béatrice. Mais parfois, la vérité n'est pas à lire en public. Agnès le savait. Moi aussi. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Miss Marple reprit la parole. Est-ce qu'elle t'a écrit avant de mourir? Béatrice regarda par la fenêtre. Elle m'écrivait tous les mois. Sa dernière lettre arriva 4 jours avant le déjeuner. Elle était brève.
Elle parlait de Rose, du déjeuner, et disait qu'elle préparait une dernière représentation. Je n'y prêtais aucune attention. Elle avait toujours été théâtrale. Miss Marple hocha la tête. Et pourtant, elle a laissé le mot à Madame Cathcart, par à vous. Béatrice se tourna vers elle, et sa voix, lorsqu'elle parla, était presque lasse. Agnès et moi nous sommes séparés il y a des années. Pas vraiment à cause d'une dispute. À cause de nos différends. Je préférais la discrétion. Elle préférait la justice. Je pense qu'elle espérait laisser les deux, dit Miss Marple. La justice par la clarté. La discrétion par l'action silencieuse. Béatrice se leva et se dirigea vers la cheminée. Elle toucha une petite photo encadrée des sœurs dans leur jeunesse, l'une riant, l'autre posée. Elle croyait en la vérité, dit doucement Béatrice. Et peut-être lui ai-je rendu un mauvais service en ne partageant pas cette conviction. Vous êtes là maintenant, dit Miss Marple. C'est important. Il y eut une pause. Puis-je vous demander, dit enfin Miss Marple, ce que vous comptez faire du journal? Béatrice se retourna. Que ferais-tu? Je la scellerai, dit Miss Marple. Je ne l'enterrerai pas, mais je la préserverai. La vérité mérite un lieu de repos paisible, même si elle n'a pas besoin d'être criée. Béatrice y réfléchit. Puis, après un long silence, elle dit, il y a un vieux bureau dans la chambre d'Agnès. Fermé à clé. Personne n'y a touché depuis des années. Je vais le placer là. Et un jour, peut-être, quand cette maison appartiendra à quelqu'un qui la verra vraiment, il la retrouvera. Miss Marple sourit doucement. Et le tableau? Demanda-t-elle. Béatrice poussa un léger soupir. Donné, discretement, par un intermédiaire anonyme, à un musée en Belgique. Je ne le laisserai pas redevenir monnaie courante. Cette nuit-là, alors que Miss Marple rentrait chez elle sous un ciel dégagé de nuages, elle sentit quelque chose d'inconnu s'installer dans sa poitrine. Fermeture. Ni le coup sec de la justice, ni le poids froid du châtiment, mais la douce fermeture d'une porte restée entr'ouverte depuis longtemps. Certains mystères se terminent par des révélations, d'autres avec souvenir. Et certains, comme le toast final de Lady Agnès, se sont terminés dans le silence, honorés non pas par le spectacle, mais par les pas silencieux de ceux qui comprenaient ce qui était signifié, même lorsque cela n'était pas dit. Les jours raccourcissaient. Les feuilles tombaient, dorées et rouillées, sur les sentiers d'ardoise de Whitchurch-Hill. L'odeur de la fumée de bois s'accentuait, se mêlant au doux parfum de la terre humide et à la légère note épicée de la lavande séchée. Le village, toujours mesuré dans ses rythmes, avait amorcé sa lente descente vers l'hiver. À la fenêtre de son cottage, Miss Marple était assise, brodant une rangée de minuscules baies d'œufs ou sur une serviette en lin. Le feu crépitait doucement derrière elle, et l'horloge de parquet résonnait avec son obstination habituelle. Dehors, le ciel était d'un noir d'étain. Les dernières pommes de la haie avaient été cueillies, et le lierre du mur du jardin était maintenant mou et brun. Cela faisait 3 semaines que Béatrice Elwell était venue nous rendre visite. Fidèle à sa parole, elle n'était restée que quelques jours, triant discrètement les papiers personnels de Lady Agnès, donnant de brèves instructions aux administrateurs de la succession et ne parlant à personne en dehors du manoir, à l'exception de Miss Marple et, très brièvement, du révérend Samuel. Puis elle s'en alla, laissant derrière elle un léger parfum d'eau de rose et de retenue. Le journal, avait confirmé Miss Marple, reposait désormais enfermé dans le bureau à l'étage, un bureau qui n'était plus utilisé, dont la clé n'était pas gardée sur une chaîne ou sous un tapis, mais dans une enveloppe scellée, rendue à Miss Marple avec une solennité tranquille. Agnès t'aurait fait confiance, avait dit Béatrice. Si jamais tu en as besoin à nouveau, tu le sauras. L'enveloppe était maintenant glissée au fond du livre de recettes de Miss Marple, entre une note manuscrite sur les proportions du gâteau aux graines et une coupure de presse sur un jeune choriste exceptionnellement talentueux de Gloucester. Elle n'en avait parlé à personne. Pas même Felicity Goodwin, qui avait fait plusieurs tentatives courageuses pour faire éclater la vérité autour d'un gâteau éponge et d'un darjeeling fortement épicé.
Ce n'est pas que Miss Marple souhaitait garder la vérité secrète. Bien au contraire. Mais certaines vérités, croyait-elle, doivent vivre dans le silence, non pas dans le tourbillon des ragots ou dans le théâtre de la mémoire du village, mais dans la connaissance tranquille de ce qui avait été risqué et de ce qui avait été préservé. Lady Agnès n'était pas morte dans la confusion, mais dans la clarté. Elle avait choisi une scène publique pour un règlement de compte privé, et même si ces derniers mots n'avaient jamais été prononcés, ils avaient été compris. Et maintenant, enfin, cette compréhension pouvait être mise au repos. Pourtant, Miss Marple sentit ses pensées revenir plus souvent que prévu au colonel Fallomer. Aucune poursuite officielle n'avait été engagée. L'inspecteur Cray, après avoir consulté les autorités supérieures et reçu les aveux signés, avait adopté une autre approche. Le colonel, invoquant une santé fragile et son refus de faire scandale, s'était retiré discrètement dans la même maison de retraite militaire où résidaient deux de ses plus anciens camarades. Cray n'avait parlé à Miss Marple qu'une seule fois après cela. « Vous me trouvez peut-être faible, dit-il, mais ce n'est pas un homme qui échappe à la justice. Il finira ses jours en silence. Et c'est peut-être là sa propre sentence. » Miss Marple n'avait pas discuté. Elle savait pertinemment que la justice était rarement parfaite. Elle ne portait pas toujours un uniforme, ni n'arrivait menottée. Parfois, elle se présentait sous la forme d'un bureau vide, d'un feu dont personne ne s'occupait, et de la conscience tranquille que son héritage portait désormais une ombre qu'aucun soleil ne pouvait complètement lever. Elle laissa de côté ses travaux d'aiguille, se leva et se dirigea vers la porte du jardin. Dehors, le vent agitait les feuilles sèches, un bruissement qui semblait murmurer de vieux noms et d'anciens regrets. Les roses étaient presque terminées, tête penchée, pétales frisés au bord. Mais une fleur, tardive et tenace, conservait sa couleur. Elle s'y épanchait. C'était la même variété que Lady Agnès avait autrefois plantée le long du mur sud du Dovecot Hall. Corail pâle, aux parfums intenses et aux tiges épineuses. On la surnommait, poétiquement, Dernière Lumière. Miss Marple coupa la fleur avec des doigts prudents, la berça dans un petit vase en cristal et la plaça sur sa table à côté de la fenêtre. Cet après-midi-là, elle a reçu un visiteur. À sa grande surprise, c'était Madame Cathcart. La gouvernante avait vieilli au cours des dernières semaines. Ses manières vives habituelles étaient maintenant tempérées par une douceur, une intériorité qui suggérait qu'elle avait commencé à se réconcilier avec la fin d'un long chapitre. « Je voulais juste apporter ceci, » dit-elle en tendant un petit paquet. C'était l'un des derniers objets que Lady Agnès avait marqué pour don. J'ai trouvé son mot à l'intérieur. Miss Marple ouvrit délicatement l'emballage marron. À l'intérieur se trouvait un volume relié, pensé pour des après-midi tranquilles, un recueil d'essais sur la nature, la solitude et la réflexion. La page de garde portait l'écriture caractéristique de Lady Agnès, à Jane Marple, qui voit le monde en silhouette et en ombre, et comprend ce que même le silence ne peut dire. Miss Marple ferma lentement le livre. « Merci, » dit-elle doucement. « Cela me touche plus que je ne peux le dire. » Madame Cathcart hocha la tête. Elle vous faisait confiance, même si elle ne l'a jamais dit à voix haute. Ils prirent le thé, comme autrefois avant le déjeuner, avant le toast final. Un simple mélange, sans gâteau, sans fanfare. Et lorsque Madame Cathcart partit, Mademoiselle Marple resta à table, les yeux fixés sur la rose dans le vase et le livre à côté. Le monde extérieur s'était légèrement assombri. Bientôt, les lampes seraient allumées dans chaque maison. Bientôt, le dîner serait servi et les feux seraient allumés, et quelqu'un, quelque part, remarquerait combien la saison avait été calme. Mais Miss Marple, qui savait à quelle vitesse le calme pouvait se transformer en chaos et combien d'histoires n'étaient jamais racontées à voix haute, restait assise, contente, dans la chaleur de sa modeste demeure. Certains mystères se résolvent par des aveux, d'autres par des preuves. Mais celle-ci, sentait-elle, s'était terminée par une compréhension, la résolution la plus rare de toutes. Et dans le crépuscule silencieux de ses pensées, elle ne réfléchissait pas au poison, au vol de portraits ou à la trahison.
mais au choix de Lady Agnès de parler par geste, de façonner une vérité que seul le bon observateur pouvait interpréter. Et Miss Marple l'avait interprétée, ni en tant que détective, ni même en tant qu'amie, mais en tant que femme qui a longtemps écouté les voix cachées du monde. Et ainsi, avec la rose à côté d'elle et la lumière finale s'estompant sur la table, elle est retournée à son ouvrage, chaque point étant régulier, précis